Les sirènes d'alerte aérienne retentissent dans toute la capitale. Vladimir Poutine a annoncé la guerre à la télévision nationale. Les chances dans cette guerre sont massivement contre l'Ukraine, mais elle riposte. La Russie a envahi l'Ukraine et ils ont frappé là où ça fait le plus mal le président. L'ennemi m'a ciblé en priorité. La Russie est implacable et prête à tout pour faire tomber le gouvernement ukrainien. Le président russe Vladimir Poutine hausse les enjeux dans sa guerre contre l'Ukraine. Poutine assure qu'il n'hésitera pas à utiliser tous les moyens, y compris des armes nucléaires, pour défendre la Russie. Mais Vladimir Poutine ne sait pas vraiment à qui il a affaire. Vladimir Poutine ignorait à qui il s'attaquait en envahissant l'Ukraine. Au milieu de tout ce chaos en Europe de l'Est, il y a un homme à l'autre bout du monde, aux États-Unis, avec un outil puissant. Un outil qui façonnera l'avenir de cette guerre. Un outil si puissant qu'il a permis de capturer l'homme le plus recherché au monde. Les États-Unis ont mené une opération qui a tué Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda. Après 4 mois de lutte acharnée contre les troupes russes, le gouvernement ukrainien a du mal à faire face à la série d'attaques. C'est alors que cela frappe Zelensky. Le 24 février, alors que l'invasion russe arrivait de 3 côtés, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a saisi son arme la plus puissante, son téléphone. Il passe un appel qui changera à jamais la trajectoire de cette guerre. De l'autre côté du téléphone se trouve un titulaire de doctorat excentrique et milliardaire, à la tête de Palantir Technologies, un géant de l'exploration de données qui gère le renseignement militaire américain. Un homme qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, refusant parfois des invitations du président et critiquant même le gouvernement pour lequel il travaille. Un homme qui a impitoyablement menacé le président russe. Si tu échoues, tu seras tué. Malgré sa dyslexie et une éducation hippie, cet homme est devenu le patron du géant technologique le plus redouté d'Amérique et incarne aujourd'hui le plus grand espoir de l'Ukraine dans la guerre actuelle. Son histoire commence le 2 octobre 1967 dans les rues de New York, la capitale mondiale des milliardaires. Robert et Léa Karp sont dans la fin de la vingtaine lorsqu'ils accueillent un petit garçon plein de vie, Alex Kedmon Karp. Ils sont loin de se douter que ce petit bout de chou va bouleverser le complexe militaro-industriel américain. Nous avions cette structure familiale étrange où ma mère était à l'université en tant qu'artiste et tout le monde était artiste. Ils étaient atypiques. L'environnement était très juif. Ma mère est noire. Nous soutenions Israël. Mais il y a un petit problème. En 1967, au cœur de la guerre froide et du mouvement des droits civiques. Détroit brûle en une centaine de lieux et 100 pâtés de maisons sont assiégés. En traversant la zone, les gens crient de chez eux « Attention aux snipers !» Newark, dans le New Jersey, est devenue une ville de révolte raciale, de violence, de pillage et de haine. Pendant 5 jours, c'était un champ de bataille et un paradis pour les pilleurs. Les citoyens noirs se sont opposés à la police, à la garde nationale et aux policiers d'État. 24 personnes ont été tuées et 1200 ont été blessées. L'environnement sociopolitique actuel ne favorise pas les minorités. Chaque week-end, au lieu de visiter des centres commerciaux ou des parcs d'attractions, ils participent à des manifestations anti-Reagan et pour les droits des travailleurs. C'est ici qu'ils forment lentement ses opinions politiques qui façonneront plus tard son idéologie de vie et le mettront en conflit avec le président des États-Unis, Donald J. Trump. Avançons rapidement et ils ont déménagé à Philadelphie où il a intégré le lycée central. La vie au lycée n'est pas une mince affaire en raison de ses origines ethniques, de son comportement excentrique et de sa dyslexie. J'aurais voulu intégrer un cercle fermé, mais au moment où c'était possible, j'ai pensé « mince, je suis dyslexique ». Donc c'est comme si quand j'étais petit, je me demandais comment ça pourrait être pire. Il passe souvent du temps seul et ses camarades le trouvent un peu bizarre. Mais Alex Karp ne se rend pas compte de son mode de vie déviant et mène sa vie aussi sereinement que possible. Il est diplômé du lycée central en 1985 et poursuit ses études au Haverford College en Pennsylvanie où il obtient une licence.
Cependant, son père juif souhaite qu'il poursuive une carrière professionnelle qui lui garantira le succès, surtout dans l'environnement antisémite actuel. Il intègre Stanford, où il rencontre Peter Thiel, qui changera sa vie à jamais. Après Stanford, je suis parti un peu à l'étranger, devenir universitaire, puis je suis revenu et j'ai repris contact avec mon pote Peter. Les deux partagent le dortoir Crothers, sans fioritures, ainsi que la plupart de leurs cours pendant leur première année. Mais malgré leur amitié, leurs opinions politiques sont diamétralement opposées. Karp se décrit comme socialiste et progressiste, tandis que Thiel a fondé le très libertarien Stanford Review. Il utilise ce journal pour combattre l'agenda libéral de l'université s'opposant à l'administration. Ils passent la plupart de leur temps ensemble, à se chamailler et à se creuser les méninges mutuellement. Pourtant, ces différences ne font que les rapprocher davantage. Ils sont loin de se douter que leurs points de vue totalement divergents les mèneront à créer l'outil d'analyse de données le plus puissant au monde. Après avoir obtenu son diplôme de Juris Doctor à la faculté de droit de Stanford en 1992, Alex décide qu'il ne souhaite plus poursuivre une carrière dans le droit. Ensuite, je suis allé à Francfort pour obtenir Un doctorat, un néoclassique. philosophie sociale, ce qui est une façon élégante de dire un chemin rapide vers le chômage, certainement pour être la personne la plus instruite et la moins bien payée de la planète. Mais à peine a-t-il obtenu son doctorat qu'il reçoit un appel bouleversant. Son grand-père est décédé alors qu'il avait environ 21-32 ans et lui a laissé beaucoup d'argent en héritage. Alex Karp a acquis de l'expérience en gérant l'argent des autres, ayant investi tout l'héritage de son grand-père dans un fonds de capital risque. Des personnes fortunées commencent à affluer vers lui pour qu'il gère leurs investissements. Cela le pousse à fonder la société Sedmon Group, une entreprise de gestion d'actifs. Cette entreprise lui permet de rencontrer des personnalités influentes d'Europe, dîner et jouer au golf avec des chefs militaires et des membres de gouvernement. Pendant ce temps, Peter Thiel s'est fait un nom dans la Silicon Valley. Ensemble avec Elon Musk, ils ont cofondé PayPal et l'ont vendu à eBay pour 1,5 milliard. Il prend ses gains et crée un fonds spéculatif appelé Clarion Capital, tandis que le reste sert à fonder d'autres entreprises, dont l'une deviendra l'espoir de l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. PayPal n'a pas connu un succès immédiat, contrairement à ce que beaucoup pensent. Ses débuts ont été entachés de controverses, d'accusations de corruption et d'attaques informatiques constantes. La plateforme de paiement perdait plus de 10 millions de dollars à cause de la fraude, ce qui mécontentait Visa et Mastercard. Dans un email à Peter Thiel, ils indiquent clairement qu'en l'absence de résolution du problème, ils cesseront définitivement leur partenariat avec PayPal. Si Visa et Mastercard partent, PayPal disparaîtra, une réalité qui s'impose rapidement à Peter Thiel. Il constitue aussitôt une équipe interne pour résoudre ce problème. Au cours du processus, il crée un outil nommé Igor qui parcourt toute la base de données de PayPal, identifiant les anomalies et les analysant davantage pour repérer les schémas correspondant à des comportements frauduleux. C'est en quelque sorte une façon pour, vous savez, que les schémas et les données soient visualisés grâce à une combinaison d'ordinateurs et d'analystes humains, et ensuite d'une manière qui ne consiste pas simplement à passer la planète au peigne fin. S'il y a quelque chose de suspect, alors on regarde de plus près, et dans ce sens, c'est beaucoup moins intrusif. Après des mois de nuit blanche, ils parviennent à combler la faille et leur relation avec Visa et Mastercard est rétablie. Mais ensuite, juste au moment où tout semble bien se passer, le diable frappe. L'Amérique est mise à genoux. Des baleines et des sirènes envahissent chaque recoin du pays. Personne ne l'avait vu venir, pas même la soupe d'alphabet des agences américaines de contre-terrorisme et militaires. Et c'est à ce moment-là que Peter Thiel a une idée folle. Une idée que personne d'autre n'a réussi à mettre en œuvre. Une idée pour rendre la guerre contre le terrorisme plus précise pour antiterrorisme. Et s'il utilisait la technologie de détection de fraude de PayPal IGOR pour aider à la sécurité nationale? Un Peter Thiel inspiré peut être vu en train de se déplacer dans ses bureaux de Palo Alto, parcourant des documents et passant des appels.
Ensuite, il décroche le téléphone et appelle 2 de ses amis de la faculté de droit de Stanford, Joe Lonsdale et Stephen Cohen. « J'ai une idée folle, tu es partant ?» Mais connaissant bien ses amis, c'est comme demander à une meute de loups affamés s'ils veulent se joindre au festin. Ils abandonnent aussitôt leur travail pour aider cet ami de longue date et son idée folle. Ils convainquent aussi Nathan Gettings, un ingénieur de PayPal, de le rejoindre dans sa nouvelle quête pour créer cet outil civil de lutte contre le terrorisme. Ils décident d'appeler l'entreprise Palantir. Pour ceux qui avaient une vie sociale en grandissant, Palantir vient des pierres de vision Palantiri du Seigneur des Anneaux. Les Palantiri permettent de voir et suivre des personnes à des milliers de kilomètres. Elles ne vous laissent voir que ce que vous voulez voir, et c'est exactement ce pourquoi Palantir est conçu. Il permet à l'utilisateur de taguer ses données et, en utilisant ces tags, d'identifier et de structurer les données d'une manière facile à analyser et à interpréter grâce à différentes méthodes de présentation des données. Cofondé par Peter Thiel en 2003, sa mission est de fournir des logiciels que les clients utilisent pour intégrer des volumes de données, allant des images au tableur, dans une plateforme centrale où elles peuvent ensuite être analysées et interprétées en toute sécurité. Notre mission a toujours été de faire de l'Occident, surtout l'Amérique, la puissance mondiale dominante pour la paix et la prospérité. Au début, Peter Thiel finance presque entièrement l'entreprise avec son propre argent. Il investit un total de 30 millions de dollars dans les coûts de démarrage. Mais avec un prototype de produit déjà en préparation, ils n'ont qu'un seul problème. Ils sont trop jeunes, ce qui signifie que les investisseurs et les clients potentiels auront du mal à les prendre au sérieux. Nous avons mal défendu notre dossier. C'était difficile. Nous ne comprenions pas ce qu'ils disaient et ils ne comprenaient pas ce que nous disions. Contrairement à Facebook ou à d'autres gadgets viraux de la Silicon Valley, Palantir a été conçu pour les grandes instances et personne ne va confier la sécurité nationale à des jeunes de 22 ans. Alors, devine qui arrive. Alex Karp et Peter Thiel se sont connus à la faculté de droit. Mais Karp, excentrique, était en désaccord politique avec Thiel. Peter Thiel était plutôt du côté droit, Alex Karp plutôt du côté gauche. Et les discussions qu'ils avaient étaient tellement intéressantes, tellement nuancées, tellement différentes, que Peter a en fait vu de la valeur à ce qu'Alex Karp dirige toute l'entreprise. Peter Thiel comprend que pour que sa start-up réussisse, il a besoin d'un président-directeur général ayant de vastes connexions avec des personnes très fortunées et des hauts responsables du renseignement. Il lui faut quelqu'un d'intelligent qui puisse faire le lien entre Palantir et la communauté du renseignement. Et Alex sait exactement ce qu'il recherche. Ses boucles brunes à la Kramer, ses connexions avec la richesse européenne et son doctorat en sociologie masquent son manque d'expérience en affaires. Pourtant, même sans aucune expérience dans la technologie, il s'avère être un atout précieux pour l'équipe. Il saisit immédiatement des problèmes complexes et les traduit facilement pour les non-ingénieurs. Il a un don particulier pour repérer les talents et rejeter les candidatures remplies de conneries. Lonsdale et Cohen lui demandent rapidement de devenir président-directeur général par intérim, pendant qu'ils partent à la recherche d'un président-directeur général permanent. Mais il ne peut y avoir qu'un seul CARP et ils abandonnent rapidement leurs recherches. Grâce à CARP, certains investisseurs européens font confiance à Palantir. Les investisseurs américains semblent cependant fuir la start-up. En fait, lors d'une réunion, le président de Sequoia, Michael Moritz, passe tout le temps à s'ennuyer et à gribouiller. Lors d'une autre réunion, un cadre de Kleiner Perkins fait la leçon aux fondateurs de Palantir sur l'échec inévitable de leur entreprise pendant 1h30. Ils ignorent donc que cette jeune start-up les dépassera toutes et qu'ils sont prêts à affronter le gouvernement pour survivre. Mais cette jeune entreprise va-t-elle gagner cette guerre ? « 2005. Palantir connaît des difficultés financières après avoir épuisé presque tout son capital de départ. Ils ont besoin d'investisseurs et ils en ont besoin rapidement. Peter Thiel et Alex Karp sont connus pour leur détermination sans faille. Alors ils n'arrêteront devant rien jusqu'à obtenir ce qu'ils veulent. Et c'est là qu'ils approchent Richard Perle. Richard Perle est un ancien secrétaire adjoint à la défense des États-Unis. Il a les connexions gouvernementales dont ils ont tant besoin. L'un de ses proches collaborateurs, John Poindexter, travaille déjà sur un programme de collecte de données aussi inquiétant que son nom, Total Information Awareness.
Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, car lorsqu'il a été proposé après le 11 septembre, il a fait couler beaucoup d'encre. Total Information Awareness était l'idée de John Poindexter, le responsable de l'administration Reagan, dont la condamnation dans le scandale Iran-Contra a été annulée en appel. Son travail, similaire à celui de Palantir, consiste à aider à localiser des groupes terroristes. Mais il ne fait pas le poids. Il plante souvent, il est difficile à utiliser, et les officiers militaires le trouvent encombrant. Alors il est tout ouïe lorsqu'il reçoit un appel de Richard Perle à propos de ce saint Graal de la lutte antiterroriste. À première vue, il considère Alex et Peter comme une bande de jeunes arrogants et les écarte. Il veut que Palantir fusionne avec son programme Total Information Awareness. Mais Alex Karp n'en veut pas du tout. En discutant avec Peter Thiel au début, j'ai été impressionné par leurs idées et la conception de l'interface utilisateur. C'était un groupe de jeunes arrogants, persuadés de tout pouvoir faire seuls. Pourtant, parce qu'il va bientôt découvrir qu'ils peuvent réellement tout faire. Les unités gouvernementales de lutte contre le terrorisme travaillaient en vase clos. Ils gardent leurs cartes trop près de leur poitrine, presque en compétition pour savoir qui sera le premier à capturer les groupes terroristes. Ces luttes internes mènent au succès de l'attaque terroriste la plus atroce sur le sol américain. Le président George W. Bush étant mécontent, la CIA, via In-Q-Tel, décide de donner sa chance à Palantir. Ils injectent un total de 2 millions dans cette start-up en difficulté, et cette action provoque une onde de choc à Wall Street, exactement ce dont Alex Karp et son équipe avaient peu besoin. Un ancien dirigeant d'In-Q-Tel se souvient: l'aspect le plus impressionnant de l'équipe était leur forte concentration sur le problème. Comment les humains dialogueraient avec les données? Donc, de 2005 à 2008, la CIA finance Palantir, devenant ainsi son mécène et son seul client, testant en avant-première et évaluant son logiciel. Mais cela ne suffit pas à Palantir. Alex Karp a un plan en plusieurs étapes pour dominer toute l'armée américaine, même si cela implique d'utiliser la porte dérobée. Il sait que le gouvernement est une institution rigide et qu'ils ont besoin d'un peu de motivation pour adopter de nouvelles technologies. Alors, que fait-il? Il va directement dans la tanière des lions, l'armée. Son plan est simple. Il s'agit d'abord d'introduire illégalement Palantir comme outil gratuit auprès des soldats volontaires, de les former et de les laisser promouvoir son usage. Il leur offre des incitations pour utiliser exclusivement le logiciel et leur demande de rédiger des thèses et des rapports sur le logiciel. Et fidèle à son génie, il ne faut pas longtemps pour que la réputation de Palantir remonte la chaîne de commandement jusqu'au général de division John Toulon. Toulon est impressionné et obtient immédiatement suffisamment de fonds pour acheter le logiciel. L'autre aspect du plan d'Alex Karp consiste à utiliser l'opinion publique pour forcer le gouvernement à accepter son produit. Et si cela échoue, il poursuivra le gouvernement en justice. La chose la plus importante, à mon avis, qui puisse arriver pour préserver l'Occident et ses valeurs, c'est que l'armée américaine soit de loin la meilleure au monde. Dans le vrai esprit d'un mégalomane, Alex Karp n'est pas satisfait par des contrats ponctuels. Il veut tout, absolument tout. Il veut que Palantir soit le principal fournisseur de logiciels de renseignement du Pentagone sur le champ de bataille. Mais il y a un problème. L'armée dispose déjà d'une plateforme similaire, Direction centrale du génie des systèmes d'armes, et elle n'est pas prête à y renoncer. Ils affirment que Palantir n'est pas capable de réaliser le type d'intégration de données entre les différentes branches des forces armées dont le Pentagone a besoin. Et c'est ici que la seconde partie du plan d'Alex Karp entre en jeu, l'opinion publique. Il lance une guerre totale pour l'avenir du Direction centrale du génie des systèmes d'armes, avec 2 atouts majeurs de son côté. D'un côté, il y a le lieutenant-général Michael Flynn, bientôt chef de la Defense Intelligence Agency. De l'autre côté, il y a le représentant Duncan Hunter, un réserviste des Marines de Californie qui a été élu au Congrès en 2008. Ces 2 hommes deviennent la première ligne de défense de Palantir devant l'opinion publique, ce qui mène à une quasi-altercation avec un général de renom lors d'une audition au Congrès. Mais même cela n'a pas suffi, ils perdent la guerre. Un Alex abattu se retire dans son bureau du New Hampshire, vaincu et démoralisé. Mais il retient une chose. Le gouvernement n'est pas ta maman, et parfois être un salaud sapé. Alors il décide d'être un vrai salaud et de déclarer la guerre à l'armée, leur plus gros client. Quelle audace! La scène du combat est prête. La Cour fédérale,
des réclamations des États-Unis. Dans le coin bleu, Palantir, dans le coin rouge, l'armée. Que la bataille commence. Le tribunal juge que l'armée a commis une erreur en n'autorisant pas l'entreprise à concourir pour le contrat. Direction centrale du génie des systèmes d'armes, Palantir gagne un appel d'offres pour devenir l'unique fournisseur de logiciels de renseignement militaire des États-Unis. Et juste après avoir gagné le procès, Donald J. Trump, qui avait reçu des financements de Peter Thiel, remporte l'élection présidentielle. Palantir a soudainement un accès direct aux plus hauts responsables de l'administration. En septembre 2018, le National Institutes of Health accorde à Palantir un contrat de 3 ans d'une valeur de 7 millions. Une petite victoire dans une longue série d'offres remportées. Il décroche ensuite un contrat de 10 ans avec direction centrale du génie des systèmes d'armes pouvant atteindre 876 millions de dollars. Leur logiciel propriétaire sert aussi à suivre les données nationales sur la Covid-19. La popularité de ce logiciel d'exploration de données intuitif croît rapidement. À ce stade, ils ont eu leur premier client civil, John Pierpont Morgan, qui a entendu parler de son succès par les forces de l'ordre locales alors qu'il tentait de retrouver des fraudeurs. Ils s'étendent rapidement à New York, ouvrant un bureau sur le thème de Batman, fidèle au style excentrique d'Alex Karp. Les entreprises commencent à faire la queue devant le bureau de Palantir. L'avenir s'annonce radieux. Ils font un malheur, mais quand on joue avec le feu, on finit par se brûler. Et bientôt, l'Alex Karp devra rendre des comptes. Cet excentrique philosophe va-t-il survivre aux turbulences qui l'attendent ? « 2010 Palo Alto !» Aaron Barr, le nouveau président directeur général de HB Gary Federal, s'est associé à Palantir. Il se détend dans son bureau lorsqu'un email du cabinet Hunton et Williams arrive. Ils veulent que Palantir les aide à la collecte, l'intégration et l'analyse de données dans leur travail de constitution d'un dossier contre le fondateur de Wikileaks, Julian Assange. Et Aaron Barr ne laisse pas passer l'occasion de gagner beaucoup d'argent. Il accepte l'offre et dit à l'équipe de Palantir qu'ils doivent simplement prouver que Wikileaks héberge des données dans certains pays pour faciliter les poursuites. Il ajoute aussi dans les emails que « Nous devrions cibler les partisans mondiaux, le personnel bénévole et les donateurs de Wikileaks pour leur faire comprendre que soutenir l'organisation entraînera des poursuites. » Il a également l'intention de lancer des cyberattaques contre un serveur utilisé par Wikileaks en Suède afin d'obtenir des données sur les personnes qui soumettent des informations de manière anonyme. Toute cette situation était complètement contraire à l'objectif initial de Palantir, qui était de protéger les libertés individuelles. Et la nouvelle parvient rapidement aux médias lorsqu'un autre groupe de hackers activistes, Anonymous, pirate les emails de Barry et révèle que Palantir n'est qu'un mercenaire du cyberespace de plus. Alex Karp est abattu, mais il ne va pas abandonner. Pas encore. Il nie toute responsabilité. Il affirme qu'ils ont une hiérarchie plate chez Palantir et que les employés peuvent agir de leur propre initiative. Mais la pression du public et des investisseurs le pousse à agir en conséquence. Palantir rompt tout lien commercial avec la société de Barr, met le personnel concerné en congé et présente ses excuses dans un communiqué. Des organisations progressistes pour toute implication possible dans ces affaires. Et c'est là que commenceront les problèmes de Palantir. Les médias s'emballent. Les gens descendent dans la rue pour protester contre Palantir. Derrière moi, vous voyez un groupe de manifestants qui protestent contre Palantir par crainte qu'il ne crée un registre musulman. Les manifestants disent que c'est une énorme entreprise technologique d'espionnage américaine secrète, fondée par Peter Thiel, un soutien de Trump. Son nom, Palantir, qui était mignon il y a 20 ans, est maintenant synonyme du diable. Ils pensent que Palantir est utilisé pour traquer et expulser les migrants sans papiers aux États-Unis. Et les déclarations précédentes de Karp n'aident en rien sa cause. Certainement, c'est une partie minime de notre travail. Trouver des personnes dans notre pays qui sont sans papiers. Mais c'est un problème légitime et complexe. Ma position personnelle est que nous devons reconnaître cette complexité. Les personnes qui protestent, que je respecte, devraient aussi reconnaître cette complexité. Et tout cela se passe juste au moment où ils s'apprêtent à rentrer en bourse. Bourse de New York. 2 heures avant la clôture du marché, Palantir entre en bourse et ils ne sont pas les seuls.
Environ 81 introductions en bourse doivent lever 28,5 milliards de dollars ce jour-là. Cependant, Palantir n'opte pas pour une introduction en bourse classique, Alex Karp voulant garder le contrôle total de l'entreprise. Voyez-vous, en ce juin, il existe deux types d'introduction en bourse à la bourse. L'introduction en bourse classique et la cotation directe. L'introduction en bourse classique propose des actions au public via des souscripteurs comme les banques d'investissement. Dans une cotation directe, cependant, les actionnaires privés vendent leurs actions directement au public sans avoir besoin d'un souscripteur. Wall Street n'apprécie pas cela car habituellement une grande banque comme John Pierpont Morgan ou Goldman Sachs garantit l'introduction en bourse et en tire d'importants profits. En allant directement au marché, les grandes banques gagnent moins sur vous. Les marchés n'ont jamais vraiment apprécié que Palantir agisse ainsi, mais les employés présents depuis 20 ans ont pu vendre des actions et obtenir des retours nécessaires. Si vous avez regardé nos vidéos précédentes, vous savez qu'inviter la mauvaise personne chez vous est une affaire risquée. Donc Alex Karp veut garder une emprise ferme sur son bébé. Selon Alex, introduire Palantir en bourse rendrait la gestion de l'entreprise très difficile, mais cela ne sera pas une vente facile. C'est pourquoi Alex Karp, Peter Thiel et Stephen Cohen se sont attribués des actions puissantes, des actions de fondateurs de classe F. Ces actions leur assurent à près de 50% du pouvoir de vote à vie, même après avoir vendu la majorité de leurs parts, comme l'ont fait de grandes entreprises de la Silicon Valley. Ces actions de classe F ont essentiellement été les facteurs déterminants qui ont permis à Palantir d'être l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. Palantir était autrefois critiqué par les investisseurs pour ne pas travailler en Russie ni en Chine. Ils refusaient ces liens géopolitiques car leur technologie était trop unique et puissante. Avec leurs actions de classe F négociées des années plus tôt, ils ont pu dire « Allez vous faire voir » à leurs investisseurs et agir comme ils le souhaitaient. Mais quelques heures après l'ouverture des marchés, les actionnaires n'ont pas encore effectué une seule vente. Le temps presse. Le logiciel de Morgan Stanley que Palantir utilise pour échanger des actions est en panne et les transactions ne passent pas. Cette ironie d'une entreprise connue pour analyser des données depuis 17 ans, mais qui n'arrive pas à retrouver certains de ses propres actionnaires, envoie un mauvais message. Ils doivent agir rapidement. Joe Messain, le responsable de l'exécution chez Citadel Securities, est en pleine consultation avec Morgan Stanley et la bourse de New York. Après de nombreux allers-retours et une heure restante, le problème est résolu, lançant les guerres d'enchères. L'action clôture la journée à 9,50 $, soit 38% de plus que le prix de référence. En une heure, une entreprise valorisée à 10,5 milliards de dollars finit la journée à 15,8. C'est illogique qu'une entreprise qui a enregistré une perte de 580 millions l'année précédente, avec plus de 20% de son chiffre d'affaires provenant de 2 clients, suscite une telle confiance des investisseurs. Mais plus que cela, cela montre qu'Alex Karp est un homme à respecter. Et bientôt, il libérera le Kraken en Russie. Donc Alex Karp joue un rôle bien plus important que ce que les gens pensent en ce qui concerne la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Quiconque essaie de nous entraver, et encore plus de créer des menaces pour notre pays, pour notre peuple, doit savoir que la réponse de la Russie sera immédiate. Et cela vous mènera à des conséquences auxquelles vous n'avez jamais été confrontés dans votre histoire. Des frappes aériennes russes et une invasion terrestre depuis la Biélorussie vers Kiev. Une invasion terrestre a lieu à Kharkiv, en Crimée et dans le Donbass, et les quartiers présidentiels sont attaqués. Les forces spéciales foncent vers le président qui se détend avec sa famille après le dîner. Il lui donne vite un gilet pare-balles et des fusils d'assaut pour ses assistants avant d'aller au bunker. Des coups de feu, des pneus crissent, des ordres fusent, des pas précipités résonnent alors qu'il frappait le sol, tandis que du verre vole en éclats de toutes parts. Ce n'est pas une soirée normale pour le président Zelensky, et Poutine n'est pas près de s'arrêter. Il croit que le gouvernement ukrainien est dirigé par des néo-nazis sous le contrôle de l'Occident, et il est prêt à tout pour protéger les territoires de la Russie. Zelensky doit agir vite pour gagner la guerre. Zelensky instaure la loi martiale et ordonne la mobilisation générale en Ukraine. Les sirènes d'alerte ont retenti dans la capitale. Un
un avion de chasse russe ou ukrainien a survolé nos têtes dans les nuages. Cela signifie rassembler et préparer des troupes et des fournitures militaires pour la guerre. Ça va bientôt commencer. David contre Goliath. Et tout comme David, Zelensky est sur le point de trouver sa propre fronde spéciale. Les Russes progressent vite et contrôlent d'importants territoires. Ils ont pris Kherson, Mariupol et avancent vers le Donbass. La stratégie de la Russie est unique. Affaiblir ses ennemis jusqu'à leur reddition en attaquant des fonctions vitales. En premier, le réseau énergétique. Ils ont coupé l'électricité en hiver. Les Ukrainiens passeront l'hiver sans électricité. En deuxième position sur la liste, il y a le gouvernement. Le perturber et provoquer des conflits internes. Troisièmement, semer la peur parmi les civils en attaquant les bases militaires voisines jusqu'à ce que chaque Ukrainien tombe à genoux et vénère Poutine. Mais pas si vite. De l'autre côté du monde, aux États-Unis, quelqu'un observait attentivement. Il a dans sa manche l'outil militaire le plus intuitif jamais inventé. Pour le président Zelensky, capituler équivaut au massacre des Ukrainiens. Aucune retraite, aucune reddition. C'est la seule solution. Un ami dans le besoin est un vrai ami. Alors que fait Zelensky? Il appelle quelqu'un. À un moment où le monde entier est terrifié par Poutine, cet homme répond à l'appel par solidarité et dit « Attendez, président Zelensky, j'arrive. » Il prend le premier vol pour Kiev, en Ukraine. Il a été le premier président-directeur général à se rendre en Ukraine l'année dernière, pendant cette période horrible pour le peuple ukrainien. Et il a vraiment mis son patriotisme au premier plan, bien avant que beaucoup d'autres présidents-directeurs généraux n'y pensent même. C'est un homme qui croit que l'occasion ne se présente qu'une seule fois. Dans sa mallette se trouve un plan directeur profondément intégré dans son ordinateur hautement crypté. Mission, opération, faire tomber le Kremlin. Il lui a essentiellement serré la main et a promis que tous les logiciels de Palantir applicables sur le champ de bataille pour l'Ukraine leur seraient fournis gratuitement. Le gouvernement ukrainien adopte rapidement les lois pour déployer Palantir dans l'armée. C'est maintenant le moment de prouver que Palantir n'est pas simplement un autre jouet pour les grands de ce monde. Il l'installe fit pour suivre et cibler les lignes ennemies avec Palantir. L'Ukraine a maintenant une vision claire de l'armée russe, sa position, sa direction et sa prochaine cible. Combien de temps il faut pour attaquer et le type d'armement utilisé? Alors que la Russie se dirige à l'aveugle vers l'Ukraine, le président Zelensky sait ce que Poutine a mangé au petit déjeuner et ce qu'il mangera au dîner. On dit que les guerres du futur ne se dérouleront pas sur le terrain, mais dans des mondes virtuels. Et la guerre russo-ukrainienne n'est que le terrain d'éclosion de cette nouvelle réalité. Palantir collabore avec les forces ukrainiennes et soutient la réinstallation de réfugiés, dont 110 000 au Royaume-Uni. Ce logiciel propriétaire a prouvé sa valeur. Alors que Poutine viole les lois humanitaires, Palantir aide aussi l'Ukraine à traiter les données sur les crimes de guerre. Une fois le travail terminé, difficile de dire combien de temps il faudra à Poutine et ses acolytes pour s'en remettre. La scène est prête. L'avenir de la guerre? Incertain. Alex Karp sera-t-il connu comme l'homme qui a bouleversé la guerre et l'a porté dans le cloud? Sera-t-il juste un geek de la Silicon Valley confronté à la réalité et à l'échec? L'avenir nous le dira.